Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de la Fédération des auto-entrepreneurs et des micro-entrepreneurs. Vous représentez donc cette nouvelle forme de travail et on sait que le bataillon d'indépendants est chaque année de plus en plus important. Alors qui porte leur voix aujourd'hui? Quelle est la représentation syndicale? Est-ce que ce sont des syndicats traditionnels ou des fédérations comme la vôtre? Alors il y a effectivement sur on va dire le paysage syndical français beaucoup d'acteurs qui prétendent ou qui essayent de porter la voix des indépendants. D'abord, il y a les syndicats traditionnels, ceux qu'on connaît, la CPME, le MEDEF et l'UDP, qui sont les trois syndicats, on va dire, reconnus comme tels, qui ont bataillé pour avoir une représentativité auprès du Conseil d'État, et dont, on va dire, les sièges et les subventions ont été négociés suite à cette bataille. Ensuite, il y a un peu les syndicats, on va dire, indépendants, traditionnels, que sont les syndicats de métiers. Alors, vous avez le syndicat des artisans du bâtiment, le syndicat des naturopathes, le syndicat des sophrologues. Enfin, voilà, vous avez plein de petits syndicats de métiers qui sont là pour défendre en fait, l'exercice dans un métier, dans une compétence particulière qui est plutôt, on va dire, technique. Et puis vous avez effectivement des associations comme la nôtre qui avons vocation non pas à finalement représenter tel ou tel métier ou telle ou telle branche, mais plutôt à défendre une nouvelle manière d'exercer, ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait de laisser émerger le travail indépendant en France tel qu'on en a besoin pour les 10 ou 15 prochaines années. Et c'est un combat, je ne dirais pas que c'est un combat idéologique, mais c'est un combat technique, politique, juridique, de longue haleine, qui nous oppose d'ailleurs parfois à certains tenants d'un syndicalisme plus traditionnel ou d'un exercice du travail plus traditionnel, et dans lequel on essaye de porter des messages de la liberté d'entreprendre, de la protection sociale du travailleur indépendant, de sa non-requalification au contrat de travail, on pourra en reparler, et de tous les sujets qui finalement font que l'exercice du travail indépendant en France est reconnu et accompagné, encouragé par le gouvernement. Et alors les indépendants, vous l'avez dit, ont cette particularité de regrouper des réalités bien diverses, les professions libérales, mais aussi les nouveaux chauffeurs Uber et tous ces travailleurs issus des plateformes. Comment on gère cette hétérogénéité? Est-ce qu'on peut dégager des intérêts communs et avoir une représentation syndicale commune? Alors, en réalité, pendant de très nombreuses années, cette hétérogénéité a fait que les uns et les autres ne pouvaient pas s'entendre. Les artisans du bâtiment se défendaient avec leurs spécificités à eux. Les professions libérales sont d'ailleurs très morcelées, chacune représentant d'ailleurs au sein d'un ordre, les uns les médecins, les autres les architectes, les autres les avocats, les autres les experts comptables, et chacun défendant son propre combat, qui est un combat, encore une fois, très technique. Rien que chez les auto-entrepreneurs, il y a 280 métiers référencés aujourd'hui par l'INSEE, et ce n'est pas prêt de s'arrêter, puisque chaque année, il y a une dizaine de nouveaux métiers qui font une demande pour rentrer dans la fameuse codification des activités françaises. On voit bien que le plus petit dénominateur commun de tout ça, encore une fois, c'est la façon dont on exerce son travail, c'est-à-dire de manière indépendante, avec toujours les mêmes sujets. Il faut que ce soit simple, il faut que ce soit accessible à tous, il faut que le niveau de cotisation sociale soit adapté à la taille de l'entreprise et que cette entreprise puisse grandir, grossir et se développer jusqu'à devenir une belle entreprise, y compris en salariant à terme des gens. Il faut que les relations contractuelles avec les fournisseurs, avec les donneurs d'ordre, avec les clients soient de plus en plus claires et soient, je suis désolé de le dire, moins soumises à l'épée de Damoclès de la requalification au contrat de travail qui globalement pourrit un peu les relations entre les uns et les autres. Et il faut que globalement le travail indépendant ne soit plus jugé comme, d'ailleurs c'est assez évocateur, un travail non salarié, c'est-à-dire le loser qui, parce qu'il n'a pas pu être salarié, est devenu non salarié. Et le simple fait qu'on évoque le travailleur non salarié en France montre à quel point on considère malgré tout qu'il s'est toujours évalué et comparé au saint Graal que serait le travail salarial. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là qu'il faut mener. Et c'est vrai que j'appelle de mes voeux la constitution, ou en tout cas le rassemblement de tous ces syndicats et de toutes ces initiatives, de toutes ces bonnes idées, autour d'un mouvement unique qui défendrait le travail indépendant, comme on le voit d'ailleurs aux États-Unis ou en Angleterre. Mais alors quels sont les principaux combats à mener actuellement, si vous deviez en citer 3? Alors, je pense que le principal combat, c'est de faire en sorte qu'on puisse aligner le mieux possible finalement la protection sociale du travailleur indépendant avec la protection sociale du salarié. Je ne dis pas, et attention parce que c'est très important et c'est un peu subtil, je ne dis pas qu'il faut que les uns et les autres payent les mêmes niveaux de cotisation et qu'on aligne les cotisations sur la cotisation salariale. Parce qu'évidemment, en alignant tout ça vers le haut, on va tuer dans l'œuf toute tentative de développement du travail indépendant, puisque avec des niveaux de cotisation équivalents à ceux du salariat, vous ne pouvez pas généralement en vivre. En revanche, je trouve que dans un certain nombre de points,
notamment sur la maternité, notamment sur effectivement l'accès à un fonds de solidarité quand vous avez déposé le bilan de votre entreprise pour des raisons diverses et variées, quand vous avez été radié d'une plateforme sans raison sérieuse, quand vous avez eu un grave accident et que aujourd'hui vous n'avez pas d'indemnité journalière. Ces sujets-là sont des sujets, à mon avis, prioritaires et qui, en fait, viennent véritablement pourrir la vie du travailleur indépendant dans son quotidien. Et ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir 250 000, 300 000 travailleurs indépendants nouveaux chaque année et les laisser rentrer dans un système et dans un cadre où ils vont se faire pourrir la vie. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est l'éternel combat contre l'État kafkaïen qui nous pilote, c'est de simplifier. En réalité, depuis 8 ans que j'accompagne des auto-entrepreneurs, je vois des complexifications administratives, des nouveaux formulaires, des obligations supplémentaires, des obligations de compte bancaire, j'en passe et des meilleurs, qui font que c'est devenu, et c'est malheureusement le cas qu'en France, c'est devenu de plus en plus compliqué. Voilà. Et puis la troisième chose, qui est peut-être un débat un peu plus large, c'est de faire en sorte que le travailleur indépendant soit mieux considéré, notamment par les banques et par les opérateurs immobiliers. Aujourd'hui, essayez de vous endetter ou essayez de louer un appartement en tant qu'auto-entrepreneur ou même travailleur indépendant, vous allez voir la galère que c'est. Ça veut juste dire qu'on n'a pas confiance. Et quand on n'a pas confiance, d'abord, évidemment, ça dévalorise ceux qui sont travailleurs indépendants et en plus, ça ne les motive pas à continuer sur cette forme d'exercice. Et on ne peut pas considérer que parce qu'on est travailleur indépendant avec des revenus pas totalement stables, comme on l'a dans le salariat, on ne peut pas ni emprunter pour acheter une voiture, ni trouver un appartement sans avoir 50 cautions. Un long travail donc de changement de mentalité à mener. Merci beaucoup Grégoire Leclerc. Merci.